Nigeria is among the 30 high TB burden countries due to limited access to TB screening and testing services. But with support from USAID, the National TB Programme, the Stop TB Partnership and aligned stakeholders, Bashir Ahmad, a local radiographer, is able to set up and run systematic rapid screenings in Nigeria's most remote areas. He is on the front line, saving lives, cycling to hard-to-reach communities using the ultra-portable digital X-ray system and computer-aided detection, or AI software. It's my responsibility to take the examination in terms of position the patient, then we'll collect his samples. CAT4TB is really helping because actually it can detect TB at early stage. That's the first one. And secondly, the heat map can show you the patches around the chest. If there is any patches, you'll see it with your eyes. It's my town, my community, my people. So it's a dream. So I want to give back to them by helping them or by doing this work. It's my passion. I want to follow my passion. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire de Delft d'aujourd'hui. Je m'appelle Andrea Giacalone et je suis responsable du développement des affaires pour les pays francophones. Et j'aurai le plaisir d'animer le webinaire d'aujourd'hui. Le thème du jour est l'intelligence artificielle au service du dépistage de la tuberculose en Afrique francophone. Défis, opportunités et impact. Next slide, please. On a le plaisir d'être rejoint par 3 experts en tuberculose venant du Niger, le docteur Soumana Alfazadzi, venant de la Guinée, le docteur Jean Ebelamou, et venant du Niger, le docteur Omar Abdelhadi. Aujourd'hui, ils vont nous parler de leur expérience avec le dépistage de la tuberculose à l'aide de la radiographie numérique et de l'intelligence artificielle. Donc, ils vont nous parler de leurs leçons apprises, mais aussi de les défis qu'ils ont rencontrés. Next slide, please. Avant de commencer, j'aimerais vous fournir certaines lignes directives. Donc, en premier lieu, le webinaire est interprété en simultané en anglais. Donc, n'hésitez pas à choisir votre langue de préférence en utilisant le bouton d'interprétation. Next slide, please. On aura aussi une session de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte questions-réponses. Nous allons y répondre à la fin. Si nous n'aurons pas assez de temps, ne vous inquiétez pas, on va y répondre par la suite. Comme déjà mentionné précédemment, je suis responsable pour le développement des pays de langue française. Je vois presque 100 personnes connectées. Je connais la plupart de vous. J'ai eu la possibilité de vous rencontrer en personne, mais pour tous les nouveaux collègues, n'hésitez pas à m'écrire. Vous allez avoir mon adresse mail à la fin de la présentation. Next slide, please. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous fournir une petite introduction sur l'entreprise Delft Imaging, en particulier sur notre mission, notre vision, ainsi que les solutions que nous proposons. Next slide, please. Donc, Delft Imaging a longue histoire dans le domaine de la radiographie, qui remonte au début du XXe siècle, lorsque NRAF, la première usine néerlandaise de radiographie, a été fondée. À l'époque, on était actif en Europe et on contribuait à la lutte contre la tuberculose à travers la fourniture de solutions de radiographie analogique. Comme vous pouvez voir
sur la première rangée de photos, les solutions de l'époque étaient différentes, donc beaucoup plus encombrants. Et surtout, il fallait attendre le développement du film hein, pour avoir l'image, et surtout, il fallait avoir un médecin expérimenté pour avoir le résultat final. Delft, au fil des années, a pu investir beaucoup en termes de développement et de recherche, et on a donc continué à fournir des équipements pour la lutte contre la tuberculose, mais plutôt dans d'autres pays, notamment en Afrique. Et donc aujourd'hui, comme vous pouvez voir sur la deuxième rangée, on a la possibilité de fournir plusieurs types de solutions, ainsi que le logiciel d'interprétation des images de radiographie. Mais je vais vous en parler par la suite. Next slide, please. J'aimerais vous partager aussi quelque chose sur Delft de très important. Donc, Delft est une entreprise sociale. Cela veut dire que notre objectif principal est de générer un impact social positif. Et nous le faisons en développant des solutions médicales innovantes destinées à favoriser l'accès aux soins aux communautés difficiles à atteindre. Delft Imaging, tous les années, publie un rapport d'impact qui partage avec tous les parties prenantes. Donc, pour toutes les personnes intéressées à en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur notre site internet et vous pourrez consulter tous les projets accomplis au fil des années. En outre, Delft Imaging fait partie aussi de Million Life Collective. Cela veut dire que à travers nos solutions, on a pu toucher la vie de plus d'1 million de personnes vivant avec moins de $5 par jour. On a aussi adhéré au Pacte mondial des Nations Unies, donc nous opérons de manière responsable, éthique et durable. Et Delft Imaging est aussi B Corp certifié. Cela, c'est une reconnaissance pour les entreprises qui ont généré un fort impact environnemental et social. Next slide, please. J'aimerais aussi vous parler de notre structure. Hein. Donc, Delft Imaging aujourd'hui a plusieurs sites. Donc, bien sûr, on est basé, notre siège mère est ici aux Pays-Bas. Mais on a aussi 2 bureaux en Afrique, un au Ghana et un autre au Nigeria, et aussi un bureau en Indonésie. Mais la chose, je pense, la plus importante, c'est que le fait d'avoir déployé des solutions dans plus de 85 pays, c'est grâce à l'étroite collaboration qu'on a pu avoir avec nos partenaires locaux. Donc, dans tous les pays où on a pu déployer des projets, on travaille aussi avec des partenaires locaux qui sont responsables du suivi sur le terrain et de supporter les utilisateurs et d'intervenir rapidement. Donc, je suis fier de dire que Delft Imaging a pu desservir plus de 2400 établissements de santé. On est aussi responsable de tout ce qui est lié à la formation, donc on a pu former 2800 professionnels de santé. Et donc, finalement, je peux communiquer avec grand plaisir que, à travers nos solutions, on a pu toucher la vie de plus de 32 millions de personnes. Next slide, please. Maintenant, je vais vous fournir un aperçu très général et synthétique par rapport à nos systèmes de radiographie numérique. Les systèmes sur la diapositive suivante sont classés en fonction de leur portabilité, de leur capacité de production. Donc, sur la première rangée de photos, vous avez le système stationnaire. Ce sont des systèmes comme par exemple EasyDR, CompassDR, y compris la clinique Container, une clinique équipée aussi d'une salle de laboratoire pour permettre aussi la confirmation bactériologique de la tuberculose. Ensuite, nous avons des solutions mobiles comme le système MAC ou la clinique mobile One Stop TB. La clinique mobile comme le container
est dans la plupart des cas divisé en 2 ou 3 salles et cela vous permet d'effectuer tous les processus de dépistage à partir de la radio jusqu'à la confirmation bactériologique dans un seul lieu. J'aime aussi souligner l'attention que toutes les solutions que vous voyez ont été faites avec et pour les communautés. Donc, ce sont des solutions spécifiques destinées à être utilisées dans des pays à revenus faibles et intermédiaires. Enfin, les systèmes portatifs, vraiment pour aller dans les régions les plus éloignées, sont le système Delft Light et le système Delft Ultra. Sous le système Delft Light, j'aimerais vous dire quelque chose de plus. Alors, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, le système Delft Light est le système le plus demandé par les programmes de lutte contre la tuberculose pour plusieurs raisons. C'est un système polyvalent, multifonctionnel. C'est un système qui permet d'effectuer jusqu'à 400 examinations sur 2 batteries amovibles. Et c'est un système qui est équipé aussi avec un panneau solaire pour permettre le rechargement des composants sur le terrain. Ensuite, le système Delft Light a été conçu pour être utilisé par des techniciens ou des agences de santé. Cela permet vraiment une utilisation simple et à la portée de tout le monde. Bien sûr, le choix du système dépend du contexte. Next slide, please. Mettons sous la intelligence artificielle, je pense que Delft a réussi à être la première entreprise à développer un logiciel disponible pour le programme de lutte contre la tuberculose. Ce logiciel s'appelle 4ForTB. Aujourd'hui, le logiciel a été validé par plus de 100 publications. Et le logiciel 4ForTB, c'est un logiciel qui peut détecter la tuberculose, mais qu'aujourd'hui, avec la nouvelle version, peut également détecter d'autres anomalies pulmonaires, ainsi qu'une suspicion de cardiomégalie. Le logiciel 4ForTB peut être disponible via le 4ForTB Box pour une utilisation hors ligne ou via le cloud pour une utilisation en ligne, donc en cas de connexion Internet fort et stable. Le logiciel est aussi doté d'une plateforme qui s'appelle 4ForTB Platform, composée de 6 modules. Donc, le premier module vous permettra d'enregistrer les données du patient. Le deuxième module de saisir les symptômes. Le troisième module de visualiser l'image à rayon X et en interprétation faite par l'IA. Le cinquième module vous permettra d'avoir le rapport que vous pourriez partager avec les patients ou avec vos collègues. Et enfin, le sixième module pour avoir des métriques. Cela vous permettra d'adapter votre stratégie sur la base des résultats obtenus. Encore une chose, après donc l'installation, la formation, je pense que une des choses plus importantes, c'est le service d'après-vente, donc vraiment le support sur le terrain. Aujourd'hui, Delft, comme je disais avant, à travers le large réseau de partenaires locaux, on peut assurer un service sur place dans la plupart des pays et aussi grâce à la collaboration étroite entre les bureaux basés en Afrique, on peut facilement effectuer des sessions de formation sur place. Ensuite, on a aussi développé des plateformes d'apprentissage en ligne pour consentir aux utilisateurs de pouvoir réfléchir leurs connaissances ou, par exemple, pour tous les nouveaux, c'est une moyenne vraiment pour leur donner la possibilité de prendre familiarité avec ces systèmes. Toutes les solutions que j'ai mentionnées sont disponibles via plusieurs catalogues, notamment le catalogue GDF, PSFM ou celle des Nations Unies, UNOPS Web by Plus. Next slide, please. Pour conclure, je pense qu'il y a plusieurs choses positives et surtout plusieurs points de force.
chez Delft Imaging. Et bien sûr, le premier est la possibilité de fournir des solutions complètes, à la fois le matériel et le logiciel. Donc, cela permet vraiment une gestion de coûts efficace et surtout une présence mondiale. Donc, pour vraiment démarrer des projets, même dans les régions les plus éloignées. Ensuite, je peux vous assurer que les systèmes de Delft, même avec des projets qu'on a pu déployer il y a 10 ans, sont toujours en fonction. Bien sûr, la fonctionnalité d'un système sous le long terme est dépendante pas seulement du système, mais aussi de l'utilisateur. Donc, c'est bien aussi de suivre toutes les recommandations de l'équipe des ingénieurs de Delft pendant l'utilisation de ces technologies. Et ensuite, dernier point, je pense très important, surtout pendant ce webinaire, c'est la formation locale. Donc, bien sûr, tout le monde connaît l'anglais, mais effectuer des sessions de formation dans la même langue du pays, je pense que ça facilite beaucoup les choses. Merci beaucoup. Donc, j'ai terminé ma présentation. C'était juste une petite introduction. Vous auriez donc mon adresse mail pour toute question. N'hésitez pas à me contacter. Ce sera un réel plaisir d'échanger avec vous. Merci. Next slide, please. Donc, nous allons accueillir maintenant le docteur Soumana Afadzadzi, médecin, pneumologue et physiologue, coordonnateur national du programme national de lutte contre la tuberculose du Niger et consultant national de l'Union dans le cadre du projet CETA au Niger. Il va nous présenter le dépistage de masse de la tuberculose dans les groupes vulnérables avec la radio, avec AD, dans la ville de Niamey. Docteur Afadzadzi, je vous donne la parole. Merci. Merci beaucoup, Andrea. Bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi de vous parler du dépistage de la tuberculose au Niger dans le cadre de l'utilisation des radios portatives, ultra-portatifs avec le cas TB. Avant de commencer, permettez-moi de remercier très sincèrement Delft Imaging pour la confiance accordée à ma modeste personne pour faire cette présentation, mais également remercier très sincèrement tous mes collaborateurs au niveau du programme, du niveau périphérique jusqu'au niveau central, pour la très bonne collaboration qui a permis d'avoir ces résultats que nous allons vous présenter. Je remercie également Dr Nutia pour l'assistance technique parce que ce projet a été mis en œuvre avec sa collaboration, avec son appui technique international qu'on a élaboré ce projet. Donc, nous allons vous parler premièrement du projet en question de façon générale et aller de façon spécifique au niveau des dépistages avec la radio, les résultats que nous avons reçus et quel est l'impact que ça a entraîné sur les résultats du programme. Mais nous allons terminer avec les leçons apprises, les défis que nous rencontrons et après conclure. Voilà de façon ramassée le plan que nous allons suivre pour faire cette présentation. Diapo, s'il vous plaît. Donc, je vais vous parler du dépistage actif de la tuberculose dans les groupes vulnérables dans le cadre de ce projet recherche des cas manquants de tuberculose au Niger. Diapo. Donc, avant de commencer, je vais essayer de vous parler du contexte. Le Niger, c'est un vaste pays, à peu près plus d'1 million de kilomètres carrés, avec 26 millions de population, avec une incidence de la tuberculose de 74 cas pour 100 000 habitants. On note de plus en plus une baisse de cette incidence, avec un bon taux de succès thérapeutique
presque à 88%. Nous avons une bonne couverture du traitement qui est en train de s'améliorer de plus en plus. On est passé de 66% à 80% en 2023. Mais néanmoins, on a des cas manquants de tuberculose qu'on n'arrive pas à retrouver. Ce qui fait que nous avons, à travers la revue du programme que nous avons fait réaliser en 2020, nous avons essayé de voir où se trouvent ces cas manquants de tuberculose et lorsqu'on a fait l'analyse, à peu près 41% des cas manquants se trouvent dans 4 régions. Donc, les 4 régions, c'est la région de Zander, Maradi, Tillabéri et Dosso. Donc, ce qui nous a conduit à mettre en place ce projet pour améliorer la couverture du traitement et renforcer les efforts de recherche active de tuberculose, surtout dans les groupes vulnérables. Diapo. Donc, l'objectif de ce projet que nous avons nommé RECAM, Recherche des cas manquants de tuberculose, c'est d'organiser et mettre en place une stratégie de dépistage active dans ces populations à risque au niveau de ces 4 régions et faire en sorte qu'on ait une augmentation de la notification de 15% au niveau de ces régions. Le processus qu'on a suivi pour élaborer ce projet, c'est surtout la première, c'est d'abord, on a fait une analyse des données au niveau opérationnel avec des revues documentaires. Nous avons revu nos algorithmes pour pouvoir mettre en place le dépistage actif avec la radio portative. Et nous avons eu à faire des formations au niveau en cascade et avec des réunions de préparation et la mise en œuvre du projet a eu lieu de 2022 en 2024. Diapo, s'il vous plaît. Voilà les interventions que nous avons définies dans ce projet. Ils sont au nombre de 3. La première intervention, c'est l'approche qualité de service de TB avec l'identification des formations sanitaires à forte fréquentation, ayant ou pas la capacité de faire le diagnostic sur place. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons recruté des agents de triage, c'est-à-dire qui mettent en place des questionnaires pour pouvoir screener les patients qui viennent en consultation. Et dès que la personne a un cas, des signes en faveur de la tuberculose, l'agent de triage l'oriente vers le médecin qui fait ou l'infirmier qui fait la consultation pour que la personne soit mise dans le système. La deuxième intervention que nous avons fait, c'est l'enquête autour des cas de tuberculose bactériologiquement confirmée. Et nous sommes partis de la leçon, des leçons apprises lors de la mise en œuvre du projet CETA. Le projet contribuait à l'élimination de la tuberculose en Afrique de l'Union internationale de lutte contre la tuberculose. Donc, à partir de là, parce que nous avons des sites pilotes, 20 sites pilotes au niveau du pays, à partir de là, nous avons fait l'extension au niveau des autres CDT à travers ce projet-là pour que tout patient qui est bactériologiquement confirmé, on va faire l'enquête autour des cas à son domicile pour voir s'il n'y a pas d'autres cas et essayer de couper la chaîne de transmission. Et la troisième intervention, c'est les campagnes de dépistage avec les radios ultra portatifs ECAT que nous avons eu à mener dans les groupes vulnérables. Nous avons au niveau des groupes que nous allons définir, donc dans les maisons d'arrêt, au niveau des PVIH, au niveau des orpailleurs, des miniers, des orpailleurs traditionnels, les réfugiés, les déplacés internes, mais également au niveau des migrants, au niveau de certaines régions. Donc, la couverture, vous avez vu les 4 régions où nous avons le plus de cas manquants, mais au niveau de, après l'année de mise en pilote, nous avons ajouté Niamey parce que nous avons eu les difficultés de mise en œuvre du projet, de certaines stratégies du projet au niveau de Tillabéri à cause des problèmes d'insécurité dans cette région. Diapo, s'il vous plaît.
Donc voilà le projet, on a fait une première phase pilote au niveau en 2022 et après la phase de mise en œuvre 2023-2024. Et après cela, avec le GC7, nous avons pu convaincre le bailleur, le Fonds mondial, pour pouvoir nous aider à mener certaines interventions sur le GC7 2025-2026. Et à partir de là, nous avons, comme je l'ai dit auparavant, nous avons révisé nos algorithmes diagnostiques et nous avons fait l'acquisition de l'appareil et nous avons formé les manipulateurs et les cliniciens sur comment l'utilisation de la radio, l'interprétation des images, et après nous avons organisé des campagnes de dépistage. Diapo, s'il vous plaît. Donc, quelles sont les interventions? Nous avons eu à mener une campagne de dépistage de masse dans la maison d'arrêt, dans les maisons d'arrêt, mais on a prévu les maisons d'arrêt de 4 régions, mais nous avons pu faire la région de Niamey. Et nous avons prévu des campagnes de dépistage dans les quartiers précaires des 5 communes de Niamey. Nous avons organisé des campagnes dans les centres de prise en charge des PVIH. Il y avait 2 centres, le Mieux Vivre avec le SIDA, qui est une ONG qui s'occupe de ces populations-là, et le centre de traitement ambulatoire, qui est aussi un centre de prise en charge spécifique du VIH. Ça, c'est dans le cadre du dépistage précoce de la tuberculose au sein de ces populations vivant avec le VIH. Nous avons également prévu avec l'acquisition d'un véhicule mobile équipé de la radio, d'un appareil GeneXpert pour pouvoir faire le dépistage de masse chez les migrants, les orphelins traditionnels et les nomades au niveau de la région d'Agadez, qui est une zone d'excellence de migration. Donc, nous avons également prévu l'organisation des campagnes dans les camps de réfugiés et les déplacés internes. Au niveau surtout des régions où il y a les conflits, la région de Difa, la région de Tillabéri, où il y a beaucoup de déplacés, de réfugiés liés au conflit, à l'insécurité au niveau de ces régions-là. Diapo, s'il vous plaît. Donc, toutes ces stratégies nous ont permis d'avoir des résultats. Si on prend la première approche que je vous disais, et le fait d'envoyer les agents de triage au niveau des sites de consultation, ça nous a permis au total de dépister 6 917 nouveaux cas de tuberculose dans ces 4 régions entre 2023 était en 2025. Parce que la première année, je vous dis que c'est une année de préparation et de mise en place du projet, l'année 2022. Diapo, s'il vous plaît. La deuxième stratégie consiste à faire l'investigation des contacts, c'est-à-dire tous les cas TPB+, il faut aller faire des visites à domicile, des visites l'enquête autour des cas. Et donc, à travers cette stratégie également, nous avons pu enregistrer 327 cas de tuberculose au niveau entre 2023 et 2025 au niveau de ces 5 régions. Diapo, s'il vous plaît. Et enfin, avec les campagnes, nous avons... si on prend, grâce au niveau de la... Excusez. Et si on prend les stratégies, les deux stratégies, nous avons essayé de faire par les 2 stratégies, les 2 approches, nous ont permis d'avoir 244 nouveaux cas de tuberculose. Et si on essaye de faire la part des choses au niveau des cas notifiés, dans l'ensemble des cas notifiés du pays, ça représente à peu près 14% des cas notifiés au niveau en 2023, 25% en 2024 et à peu près 23% en 2025 de l'ensemble des cas notifiés au niveau du programme.
Diapo, s'il vous plaît. Donc, par rapport aux campagnes de dépistage avec la radio, nous avons eu à mener des campagnes, comme je l'ai dit, au niveau de la maison d'arrêt de Niamey, au niveau des centres de traitement ambulatoire et les centres Mieux Vivre avec le sida, c'est des centres de prise en charge du VIH. Nous avons également mené des campagnes au niveau des quartiers précaires. À travers cette stratégie, nous avons pu détecter 18 cas de tuberculose, et parmi eux, il y a même un cas de tuberculose MDR, TBMR qu'on a pu dépister à travers cette stratégie. Lorsque nous faisons le total de toutes les stratégies confondues, nous avons, ce projet RECAM nous a permis de dépister à peu près 7262 cas de tuberculose, nouveaux cas au Niger. Diapo. Quel a été l'impact de ce projet au niveau des régions où on a mis en œuvre cette stratégie? Vous constaterez que chaque année, ça a entraîné une augmentation de la notification, sauf au niveau des deux régions, dans la dernière année, au niveau de la région de Dosso et la région de Tillabéri, que cette baisse au niveau de ces régions à ce moment est due vraiment au fait qu'il y a vraiment, comme l'insécurité au niveau du pays est un peu changeante, ce qui fait que certaines zones de la région de Dosso ont été affectées, surtout le district sanitaire de Dogandouki, sont confrontés à des problèmes d'insécurité. Et au niveau de la région de Tillabéri aussi, c'est la région qui est faite frontière avec le Mali et le Burkina, et l'insécurité fait qu'il y a eu beaucoup de populations qui se sont déplacées, qui ont fait qu'en 2024, on a eu une régression au niveau de ces deux régions. Mais vous voyez qu'à Maradi et à Zender, on a une augmentation progressive de la notification au niveau de ces deux régions. Diapo, s'il vous plaît. On a essayé de regarder également par rapport à l'ensemble des cas, la notification par rapport aux cas attendus. Lorsque nous avons constaté qu'en 2020, lorsqu'on a fait la revue, nous avons à peu près 8000 cas de tuberculose, cas manquants, qu'on n'arrive pas à dépister. Et cette stratégie a permis de réduire ces cas manquants. À peu près, on est passé de 8000 cas de tuberculose cas manquants en 2020 à peu près 3140 cas en 2024. Donc, vous voyez que sous ce diapo, la réduction des cas manquants ne fait que d'être progressive parce que la notification est en train d'augmenter par rapport aux cas estimés. Diapo, s'il vous plaît. Voilà les principaux succès, c'est que vous avez constaté l'augmentation de la couverture du traitement. Nous avons mis en place un système de recherche systématique des symptômes au niveau des portes d'entrée à travers ces agents de triage. Cette stratégie nous a permis de mettre en place le dépistage actif avec la radio au niveau des populations à risque et vulnérables comme une stratégie de dépistage de la tuberculose au Niger. Et ça a contribué à réduire la chaîne de transmission parce que ça nous a permis de diagnostiquer à temps certaines tuberculoses qui sont contagieuses. Diapo. Les principaux défis, c'est surtout les problèmes de pérennisation des acquis par une intégration systématique des leçons tirées au niveau le dépistage précoce pour couper la chaîne de transmission parce que l'acquisition d'autres appareils, vu l'étendue du territoire, nous avons un territoire très vaste. Donc, nous avons un seul appareil pour le moment. Malheureusement, avec les nouvelles réductions des financements de la lutte contre la tuberculose par le principal bailleur, l'acquisition d'autres appareils devient hypothétique et on est en train d'aller vers d'autres partenaires pour voir comment acquérir ces appareils. Diapo, s'il vous plaît.
En conclusion, je dirais que la tuberculose est encore un problème de santé publique dans nos pays. Beaucoup de progrès ont été réalisés, mais le chemin reste encore. Mais au vu de la réduction des financements, l'intégration de la lutte, la multisectorialité de la lutte, l'innovation, surtout l'innovation à travers la mise en place de ces nouvelles technologies que nous sommes en train d'intégrer dans nos programmes, la mobilisation des ressources alternatives demeure les seules voies pour espérer atteindre les objectifs, mettre fin à la tuberculose d'ici 2030. Avant de terminer, je vais vous présenter quelques images. Diapo, s'il vous plaît. Donc, vous avez ici une image de la formation en ligne qui a été réalisée au profit des acteurs terrain avec l'appui de Delph Imagine Ghana. C'est une formation en ligne. Diapo. C'est toujours la même formation ici en ligne. Allez-y, diapo, s'il vous plaît. Ça, c'est l'image des préparatifs pour le dépistage de masse au niveau des CDT des quartiers précaires. Ça, c'est la technicienne radio qui est prête pour la réalisation des dépistages. Diapo. Ça, c'est les plaques qu'on a mis en place pour le dépistage toujours. Diapo, s'il vous plaît. Ça, c'est des images, une image d'un cas qu'on a dépisté. L'image n'est pas au top, hein, excusez-moi, de la qualité de nos images qu'on a présentées. Mais vous voyez, c'est des cas comme ça où des poumons est presque complètement, le poumon gauche est complètement parti. Presque tous les poumons, mais surtout à gauche. Diapo, s'il vous plaît. Donc, je termine à remercier très sincèrement tous les partenaires ici représentés pour la très bonne collaboration dans le cadre de la lutte contre la tuberculose au Niger. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Merci, docteur Alpha Zadzi, et bravo au Niger pour ces résultats impressionnants. Les cas manquants ont beaucoup diminué et donc j'espère qu'en futur, vous pourriez étendre cette approche à plus large échelle. Maintenant, nous passons au deuxième intervenant. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Jean Ebelamou, qui aujourd'hui va nous présenter des cas cliniques. Donc, sa présentation, facilitation de la lecture des radiographies thoraciques assistées par un ordinateur pour le dépistage de la tuberculose au centre hospitalier régional de Macenta, en Guinée. Présentation de cas cliniques. Docteur Ebelamou, je me réjouis à l'idée de n'en savoir plus. Je vous laisse la parole. Merci. Docteur Ebelamou, OK, c'est parfait. Merci. OK. Bonjour à tous. Merci de m'avoir donné la parole. Je suis Dr Jean Ebelamou, médecin, directeur général adjoint au centre hospitalier régional spécialisé de Macenta. J'ai donc l'honneur et le plaisir de vous présenter le thème qui porte sur, diapo s'il vous plaît, qui porte sur la facilitation de la lecture des radiographies thoraciques assistées par un ordinateur pour le dépistage de la tuberculose au centre hospitalier régional spécialisé de Macenta en République de Guinée. Présentation des cas cliniques. Diapo. Pour cette présentation, nous allons suivre le plan suivant. Au premier point, nous allons voir une petite introduction. Ensuite, l'objectif principal, les observations qui ont été faites et enfin la conclusion. Diapo.
En effet, diapo, le centre hospitalier régional spécialisé de Massanta est un centre spécialisé dans la prise en charge de la lèpre, la tuberculose et le VIH. La radiographie conventionnelle que nous utilisions a été installée en 1998, qui a travaillé jusqu'en 2023, année à laquelle la radiographie numérique a été installée par la Commission sud-africaine, qui est notre partenaire principal. Il faut dire que la tuberculose est une maladie infectieuse contagieuse d'origine bactérienne qui affecte préférentiellement les poumons et est causée par deux types de bactéries qui se propagent dans l'air. Elle se transmet donc par les personnes infectées au cours de la toux et de l'éternuement. La tuberculose est donc une maladie évitable et la guérison est possible avec un traitement bien conduit. Diapo. Il y a environ un quart de la population mondiale infectée par la tuberculose. Et en Guinée, le taux d'incidence est estimé de 100 à 199 cas pour 100 000 habitants année, par définition posée par le Mycobacterium tuberculosis. Diapo. 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 L'objectif principal de cette présentation est de rapporter des cas de tuberculose diagnostiqués par la radiographie numérique avec 4-4-TB au centre hospitalier régional spécialisé de Massanta. Diapo. Diapo. Le premier cas clinique a concerné une dame de 36 ans, commerçante en provenance de Guiri, qui est située au nord du pays à 454 km de Massanta. Elle a été admise dans notre centre le 14 avril 2025 et complainte pour la fièvre, la dyspnée et les vomissements. Évolution environ 3 mois. Il n'y avait pas d'antécédent particulier, ni de vice, ni notion de comptage. Diapo. À l'admission, elle était consciente, coopérante, attitude active. La 174, le poids 52 kg, soit IMC de 12,2. Au poumon, il y avait des râles crépitants disséminés dans les deux champs pulmonaires. Pour les autres appareils, il n'y avait pas de particularité à noter. Diapo. La radiographie pulmonaire a donc été demandée, qui nous a montré ici une infiltration au niveau du poumon droit, tel que nous voyons. Et le score nous a montré une valeur de 84,750, soit une possible tuberculose. Diapo. Parallèlement, nous avions demandé le gène ISPER. Donc, ISPER a été demandé, qui s'est révélé positif, effectivement, et avec détecté T moyen. Et chez cette patiente, lorsque nous avons proposé le dépistage, il s'est avéré qu'elle était déjà sous traitement antirétroviral. Donc, à base de tenofovir, lamivudine et dolutegravir. Et avec donc cette co-infection, nous avons associé le dolutegravir simple pour booster. Et donc, le schéma antituberculeux suivant a été institué à base de 2 mois de rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et tamidone et de 4 mois de rifine. C'est ce schéma qui a été proposé pour cette patiente.
Diapo. Le deuxième cas a concerné un monsieur de 41 ans, cultivateur en provenance de Koyama, qui est une sous-préfecture de Massanta située à 140 km du centre-ville. Ce patient a été admis dans notre centre le 31 mai 2025 et complainte, toute fièvre, dyspnée, asthénie physique. L'évolution était de 4 mois environ. Il n'y avait pas de particularité à notifier chez ce patient. Diapo. À l'admission, il était conscient, coopérant, attitude active. La taille 171, le poids 52, soit l'IMC de 17,8. Au poumon, il y avait des râles crépitants disséminés dans les deux champs pulmonaires. Au niveau des autres appareils, il n'y avait pas de particularité à notifier. Diapo. La radiographie a été également faite chez ce patient. Et comme nous le voyons sur cette image, il y avait des infiltrations au niveau des deux poumons. Et le score nous a montré une valeur de 84,97, soit une possible tuberculose. Diapo. Le jeune expert a aussi été demandé. Donc, il s'est révélé positif, détecté T moyen. Au niveau côté VIH, c'était négativité. Et le traitement donc antituberculeux a été envisagé sur base de ce diagnostic pour 6 mois. Donc 2 mois de RH-ZE et 4 mois de RH. Diapo. Le dernier cas a concerné un monsieur de 73 ans, cultivateur en provenance de Kérouané, qui est une préfecture voisine située à 127 km de Massanta. Il a été admis aussi dans notre centre le 10 avril 2025 pour tout, fièvre, dyspnée, hoquet et dysphonie. Évolution environ 1 mois. Il n'y avait pas d'autres particularités aussi associées. Diapo. Ce patient, à l'admission, était conscient, coopérant, fébrile, et avec une taille de 163 cm, un poids de 47 kg, soit l'IMC de 17,65. Au poumon, il n'y avait pas de râle crépitant ni de souffle. Et au niveau des autres appareils, il n'y avait pas de particularité à notifier. Diapo. La radiographie a été faite chez ce patient qui nous a montré ces images que nous voyons avec des infiltrations bilatérales. Et le score nous a montré 94,810, soit une possible tuberculose. Diapo. Ici, le jeune expert, l'expert a été demandé, qui était non détecté, donc négatif. Le statut VIH était aussi négatif. Et sur ce, le diagnostic de la tuberculose miliaire a donc été retenu et nous avons donc fait un essai de traitement antituberculeux à base de rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et tambitol pour 2 mois et également le même schéma que les précédents, 4 mois de RH. Diapo. Il faut dire que ce dernier patient, 2 semaines après l'instauration de ce traitement, la fièvre avait considérablement baissé et également les autres symptômes.
Et on se disait à l'admission que si toutefois il n'y a pas de bonne évolution favorable, il faut donc envisager un diagnostic différentiel avec d'autres pathologies, notamment la fibrose auto-immune, la sarcoïdose et la silicose, surtout que le patient était venu d'une zone minière. Diapo. En conclusion, il faut dire que la tuberculose est un problème de santé publique en Afrique subsaharienne. La performance de la lecture automatisée donc, aide à mieux interpréter les clichés, à poser les diagnostics rapidement de la tuberculose. Son utilisation pourrait donc aider à augmenter la détection de la tuberculose dans notre centre. Diapo. Cependant, ce nouveau moyen diagnostique présente des défis parce que les anciens cas de tuberculose sont toujours signalés, même si le patient a pris correctement son traitement, puisque les traces sont restées, l'appareil va toujours présenter ces images comme étant de nouveaux cas. Et ce n'est donc pas spécifique seulement pour la tuberculose active. Cet appareil n'écarte pas aussi les autres pathologies similaires à la tuberculose, avec lesquelles il faut donc faire un diagnostic différentiel. Donc, il est donc important, si possible, d'introduire ces pathologies dans le cadre du diagnostic assisté par l'ordinateur. Arrivé là, nous vous remercions de votre bien aimable attention. Diapo suivante. Oui. C'est ça. Merci pour votre bien aimable attention. Merci, Dr. Benamou, pour ces cas très intéressants et pour la clarté de votre présentation. Pour ceux qui viennent de se connecter, je vous rappelle que le webinaire est traduit en simultané en anglais. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'interprétation et choisir la langue de préférence. Ensuite, je vous rappelle aussi que nous aurons à la fin une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte questions-réponses. Merci. Next slide. Maintenant, pour conclure en beauté, j'ai le plaisir d'introduire le docteur Omar Abdelhadi, médecin coordonnateur du Programme national de lutte contre la tuberculose au Tchad. Il va nous présenter l'intelligence artificielle pour le dépistage de la tuberculose au Tchad. Défis, opportunités et impact. Docteur Omar, la parole est à vous. Merci. Merci beaucoup, Andrea, et merci beaucoup à Delphes qui nous donne cette opportunité de faire valoir ce qu'on est en train de faire en matière de lutte contre la tuberculose, plus spécifiquement avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et permettez-moi aussi en cette occasion de remercier mon équipe qui m'a accompagné au début jusqu'à la fin du processus, et ils sont avec moi pour de suivre toutes ces présentations. Et nous remercions également Delphes qui nous a aidés à continuer ou à mettre cette stratégie en œuvre pendant qu'on a eu des difficultés sur le terrain. Nous remercions aussi Dr Nochia qui nous a aidés à améliorer la qualité de notre présentation. Et finalement, les remerciements reviennent aussi à l'équipe des Fonds mondiaux qui nous ont aidés à avoir cet outil pour pouvoir faire le diagnostic de la tuberculose. Donc, j'ai l'honneur de vous faire une présentation. C'est l'intelligence artificielle pour le dépistage de la tuberculose au Tchad. Défis, opportunités. Next. En fait, la présentation articulée autour de ces points. Il y aura les situations épidémiologiques, les interventions spécifiques, et quelques paquets d'activités qu'on a mis en œuvre, et le dépistage de la tuberculose actif, le dépistage actif de la tuberculose à travers l'intelligence artificielle dans les populations clés vulnérables, notamment
les nomades, les populations carcérales et les réfugiés. Nous allons parcourir un peu les défis, les opportunités, l'impact et nous allons finir par une conclusion. Yes, you want next. Next. En fait, du point de vue épidémiologique, vous savez que la tuberculose fait partie des problèmes réels de santé publique au Tchad. Et l'OMS prédit le Tchad d'une incidence estimée 139 cas pour 100 000 habitants selon les rapports 2024. Cette incidence appliquée à la population de Tchad de 2024 nous donne environ 27 000 cas de tuberculose attendus. Mais le système n'a pu vraiment dépister que 16 900 cas qui ont été mis sous traitement, soit une couverture de 63% de traitement et un gap en termes de cas manquants de 37%. Il faut se dire aussi que la cohorte de 2023 qui a été mise sous traitement a achevé son traitement en fin 2024 et nous avons atteint un taux de succès de traitement de 84%. Pour ce qui concerne la collaboration TB-VIH, nous avons pu tester 93% de nos tuberculés pour le VIH et 10% étaient co-infectés TB-VIH. En fait, nous disposons de 120 sites de diagnostic et de traitement de la tuberculose avec 54 experts qui nous permettent de faire le diagnostic moléculaire de la tuberculose. Donc, une bonne partie de nos centres de diagnostic et de traitement utilisent encore la microscopie pour faire le diagnostic de la tuberculose. Donc, si vous voyez un peu la carte de notre pays, le taux de notification varie d'une région à une autre. Le taux de notification est plus accentué dans la zone méridionale où il y a vraiment un accès facile aux services de santé, mais aussi il y a une densité de la population qui est élevée. Et cela se voit aussi un peu à l'ouest vers la province du Lac et à l'est vers la province du Bataille. Donc la plupart des provinces qui sont vers le nord et au centre, ils ont un faible taux de notification qui peut s'expliquer par le fait que, par exemple, quand vous prenez le Grand Nord, à lui seul, il fait à peu près 550 000 km². Donc, mais il est très faiblement peuplé. Donc, il y a une densité faible, mais des distances plus élevées pour pouvoir accéder aux formations sanitaires. Ce qui fait que les diagnostics, l'accès au diagnostic, au traitement est un peu faible. D'où, je pense, l'intérêt d'utiliser la stratégie mobile avec l'utilisation de l'intelligence artificielle pour augmenter l'anticipation des cas dans ces provinces. Next. Next. En fait, vu l'ampleur de ces problèmes, quelles sont les interventions spécifiques qu'on a développées pour pouvoir adresser ces difficultés? Nous avons développé une stratégie pour la réduction des cas manquants de la tuberculose et nous avons, à travers les financements des fonds mondiaux, acquis les DELF, un camion mobile équipé d'une radiographie avec intelligence artificielle pour le dépistage de la tuberculose en stratégie mobile. Nous avons aussi pu identifier des populations clés et vulnérables et des sites prioritaires pour pouvoir rechercher activement la tuberculose à travers la radiographie équipée de l'intelligence artificielle. Nous avons aussi élaboré des algorithmes spécifiques pour ces populations clés identifiées. Next. Next. Donc, pour mettre en œuvre toutes ces stratégies développées, il y a eu une implication forte de la communauté, mais aussi, il faut dire qu'il y a une collaboration réelle des autorités administratives et pénitentiaires pour mettre en œuvre la recherche des cas manquants de la tuberculose. Donc, ceci nous a conduit à développer un certain renforcement des capacités des agents de santé communautaires de ces groupes spécifiques qu'on avait retenus. Donc, nous avons
fait la formation de 220 agents de santé communautaire dans les 5 grandes villes où il y a plus de cas de la tuberculose. Nous avons formé aussi 90 agents de santé comme nomades autour de 15 centres de santé qui sont situés dans les coins de transhumance des nomades. Nous avons également formé 120 chefs de cellules et 12 maisons d'arrêt pour sensibiliser les prisonniers sur les signes évocateurs de la tuberculose, la prévention, le dépistage et l'adhésion au traitement de la tuberculose. Enfin, nous avons formé 100 agents de santé communautaire dans les camps de réfugiés de l'Est et du Sud du pays pour pouvoir nous aider à implémenter cette stratégie. Next. Et donc, les paquets d'activités retenus pour ces agents de santé communautaire sont la sensibilisation de la population sur la tuberculose d'une manière générale, l'identification des personnes présumées de la tuberculose, la référence vers les centres diagnostiques et de traitement des personnes présumées de la tuberculose, aussi l'accompagnement des malades tuberculeux qui sont sous traitement, la recherche des patients perdus de vie et la recherche des cas contacts des personnes bactériologiquement confirmées pour la tuberculose. Next. Donc, voilà les algorithmes qu'on a utilisés dans ces populations clés. Donc, ces algorithmes sont généralement connus par tous les pays de la sous-région et on avait appliqué ces deux algorithmes. Donc, un algorithme pour les réfugiés et les migrants qui commence par un screening verbal de la tuberculose et après, quand il y a des signes évocateurs, on fait la radiographie, ainsi de suite. Et l'autre, dans les milieux carcérales, on commence à faire le screening par la radiographie et quand il y a des signes de la tuberculose, maintenant on fait les tests inexperts et le reste, je pense, c'est des choses que vous connaissez déjà. Je ne vais pas m'y attarder. Next. Next. Donc, voilà les résultats des activités qu'on a pu réaliser autour de ces populations clés et vulnérables. Chez les nomades, nous avons ciblé en fait 9 sites ou fériques. Les fériques, c'est des stations de stationnement de nomades. Donc, il y a 9 sites ou fériques qu'on avait retenus pour pouvoir faire les dépistages actifs de la tuberculose en stratégie mobile, en utilisant bien sûr la radiographie avec intelligence artificielle et en même temps le GeneXpert. Donc, chez ces nomades, nous avons pu enregistrer 667 personnes qui ont été enregistrées. Ils ont fait un screening verbal. Et parmi ceux qui ont fait ce screening verbal, il y avait 207 qui étaient éligibles au screening verbal pour faire la radiographie. Et donc, parmi ceux qui ont fait les radiographies, les 207 qui ont fait la radiographie, il y a 20 personnes, soit 9,7%, qui avaient une radiographie anormale selon l'intelligence artificielle. Et ces 20-là ont été mis aussi sous GeneXpert. Ils ont fait les tests de GeneXpert. Et parmi ceux qui ont été positifs à la radiographie, donc 5 étaient confirmés tuberculés selon les diagnostics moléculaires de la tuberculose, donc selon les GeneXpert. Next. Next. Chez les populations carcérales, comme on avait dit que les diagnostics initiaux commencent par la radiographie, nous avons fait la visite de 12 maisons d'arrêt. Sur une quarantaine, nous avons fait une visite sur 12 maisons d'arrêt et c'est dans ces 12-là, il y a 5511 prisonniers qui ont été screenés d'abord par la radiographie. Et parmi ceux qui ont été screenés par la radiographie, il y avait 385, soit 7% qui avaient une radiographie anormale avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Les 100% de ceux qui avaient une radiographie anormale ont fait les tests GeneXpert et parmi eux, 96 personnes avaient été confirmées tuberculées, soit 25%. Next. Next. Pour ce qui concerne les réfugiés, nous avons aussi visité 9 camps de réfugiés
un peu à l'est, au centre et puis au sud du pays. C'est ce qui nous a permis d'effectuer ce travail auprès de 938 personnes qui étaient enregistrées. Ils avaient fait un screening verbal et après le screening verbal, il y a 592, soit 63% étaient éligibles pour faire la radiographie. Et parmi ceux qui ont fait la radiographie, 75 personnes, soit 12,7%, avaient une radiographie anormale selon l'intelligence artificielle. Et donc, ces mêmes personnes ont été soumises aux une experte et au total, 28%, soit 21 personnes étaient confirmées tuberculées. Parmi les 21 personnes tuberculées, il y a 8 qui avaient une tuberculose à bacille pharmacorésistante. Donc, 7 qui avaient la tuberculose multirésistante et puis un qui a une TXDR. Next. Next. Oh, donc, en somme, nous avons screené pendant cette période 7116 personnes qui avaient fait le screening verbal. Parmi les 7116 personnes qui avaient fait le screening verbal, 6357 avaient bénéficié de la radiographie thoracique, soit 88% de ces populations avaient été soumises à la radiographie. Parmi ceux qui ont été soumis à la radiographie, il y a 589 personnes qui avaient une radiographie avec radio avec anomalie, étaient soumis au gène expert, soit les 100%. Et parmi ceux qui ont été soumis au gène expert, il y a 112 qui étaient confirmés tuberculés, soit 19% de ces 589 personnes qui avaient une radiographie positive avaient aussi été confirmés tuberculés selon le gène expert. Donc, soit 19% de ces personnes et tous les 112 étaient soumis au traitement de la tuberculose. Les 100% étaient soumis au traitement antituberculé. Next. Et donc, quel est le succès? Vous savez que dans nos pays, la radiographie, c'est plus ou moins un luxe. Et quand cet appareil ou cet équipement ça rapproche de la population et il est gratuit, il y a une adhésion vraiment grande de la population d'abord, mais aussi des autorités, que ce soit administratives ou pénitentiaires. Vraiment, cette stratégie a été vraiment applaudie par les populations même elles-mêmes et aussi par les autorités administratives et pénitentiaires. Ça, c'est le premier succès. Le deuxième aussi, point positif qu'on a remarqué, c'est qu'il y a eu une amélioration à l'accès au dépistage et au diagnostic de la tuberculose chez ces populations clés. Donc, du coup, on a très vite notifié des cas qu'on a mis sous traitement pour éviter la transmission de la tuberculose chez les autres groupes de ces populations clés. Notre aussi succès, un point positif, c'est qu'on a pu améliorer la collecte de données chez ces populations clés. Parce que par le passé, on n'a pas assez d'informations sur ces populations clés. Et à travers cette stratégie, nous avons pu vraiment avoir une meilleure organisation sur la collecte de données de ces populations spécifiques. Next. Next. En termes de défis, comme l'a dit mon camarade du Niger, le Tchad est un grand pays. C'est un pays de 1 284 000 km². C'est un grand pays. Mais malheureusement, que les moyens ne nous ont pas permis d'avoir plus qu'un camion avec équipement de radiographie et intelligence artificielle. Donc, vous avez vu toute la partie, la bande, voilà, dans le Grand Nord et le centre, avait besoin de cette stratégie, donc avait besoin aussi de l'utilisation de la radiographie avec intelligence artificielle pour augmenter la notification des cas. Là, vous avez vu qu'il y a un faible taux de notification, nous avons besoin de cette stratégie. L'autre défi qu'on avait connu, c'est la faible capacité de renouveler la licence de l'intelligence artificielle. Et là, vraiment, nous disons félicitations
merci et bravo à l'équipe de Delphes Imagining, parce que pour ne pas interrompre le diagnostic, on a toujours communiqué avec l'équipe de Delphes Imagining qui a vraiment porté son assistance immédiatement. Donc, malgré que la licence a pris fin, ils ont toujours rallongé pour qu'on puisse continuer à faire les dépistages avec l'intelligence artificielle. Ça, vraiment, nous sommes très reconnaissants jusqu'à ce que, en début de 2025, nous avons pu avoir notre licence pour 3 ans. Donc, plus ou moins maintenant, notre programme de licence avec les camions qu'on a est résolu. Et au passage, vraiment, nous saluons cette collaboration, cette phase collaboration avec Delphes Imagining qui nous a porté gratuitement la prolongation de la licence pour ne pas interrompre les diagnostics de la tuberculose. Comme défi, nous avons une faible capacité d'assurer la maintenance du camion d'une manière globale, parce que c'est un camion spécifique, et même le contenu d'équipement qui est à l'intérieur, on n'a pas assez de spécialistes pour pouvoir maintenir ça. Donc ça, vraiment, c'est un problème, c'est un défi. Souvent, pour des petites pannes, on a appelé directement Delphes Imagining à travers les représentants au Ghana. On a essayé de trouver des solutions pour pouvoir continuer le dépistage en euthanasie mobile avec la radiographie équipée et portable. L'autre difficulté, et non des moindres, c'était comment trancher la discordance entre les résultats de la radiographie et les GeneXpert. Vous avez constaté que sur 589 personnes qui avaient une anomalie radiographique, il n'y a que 19% qui étaient confirmés tuberculés par les GeneXpert. Et là, c'était vraiment un défi. Donc, souvent, pour trouver des solutions, nous avons communiqué avec les spécialistes pour pouvoir décider pour ces malades-là, pour pouvoir commencer le traitement. Là, nous remercions aussi au passage nos collègues spécialistes. Ils ont toujours réagi par rapport à notre demande pour pouvoir nous aider. Bon, la question de cette discordance pose plusieurs questions. Parce que normalement, les résultats des diagnostics avec système 4 doivent se rapprocher de l'exemple moléculaire. Mais pour les limites de l'intelligence artificielle qui ont été évoquées, notre collègue de la Guinée, et puis aussi pour les difficultés qu'on avait racontées sur le terrain, bon, il y a des questions, des interrogations qui se posent. Est-ce qu'il y a encore un problème sur la spécificité de l'intelligence artificielle pour mettre le diagnostic de la tuberculose? Est-ce qu'il y a des problèmes de la manipulation du GeneXpert qui fait que les résultats sont différents de celui du GeneXpert? Donc, il y a plusieurs questions qui se posent, mais il y a certaines questions que nous-mêmes, on avait constatées sur le terrain, on avait essayé de régler. Parce que quand les équipes sortent en stratégie mobile, souvent, ils prennent avec eux des cartouches GeneXpert et qui ne se trouvent pas dans de bonnes conditions de conservation. Et là, ça peut influencer sur les résultats des diagnostics. Mais on a essayé quand même, après, de prendre des portes vaccins avec ça pour pouvoir mettre quand même dans des conditions d'une expert. Ça a un peu amélioré la situation. Mais des questions se posent. Pourquoi il y a autant de différences entre les résultats de la radiographie et des experts? Et je pense que notre collègue de la Guinée aussi avait dit qu'il y a une spécificité sur la tuberculose. Peut-être que c'est des choses qui ne sont pas tuberculeuses, mais qui sont ressenties par la radiographie avec intelligence artificielle comme positive. Donc ça, vraiment, c'est des questions qu'il faut vraiment exploiter pour pouvoir améliorer encore peut-être l'intelligence artificielle ou comment améliorer les activités de stratégie mobile en utilisant les GeneXpert et la radiographie. Next. Et donc, comme opportunité, nous vous disons que la stratégie de dépistage actif de la tuberculose avec la radiographie équipée de l'intelligence artificielle était vraiment une priorité pour le ministère de la Santé et c'est quelque chose de très salué par tous ceux qui ont bénéficié de cette stratégie. Ça, vraiment, c'est une opportunité pour nous. Et l'autre opportunité, c'est que le Fonds mondial, qui est le principal partenaire en matière de lutte contre la tuberculose, donne un appui conséquent et ininterrompu pour cette stratégie de recherche des cas manquants de la tuberculose. Next. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on retient? Nous retenons que l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le dépistage de la tuberculose au Tchad représente une avancée significative dans la lutte contre cette maladie. Toutefois, des défis subsistent et nécessitent une attention particulière pour garantir le succès de cette initiative. Bon, pour clôturer cette présentation, je dirais que
l'extension de l'utilisation de la radiographie avec l'intelligence artificielle va contribuer efficacement à améliorer la notification et donc ça peut contribuer à l'atteinte de cette ambitieuse stratégie qui est de mettre fin à la tuberculose d'ici 2035. Je vous dis et vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci, Dr. Omar, pour cette présentation très claire et surtout pour le partage des algorithmes utilisés auprès des populations vulnérables. Si vous avez des questions pour tous les docteurs qui ont fait la présentation, je vous encourage pour aller poser dans la boîte questions-réponses. Je vois entre-temps qu'il y a déjà des questions, donc on va prendre un moment pour répondre à quelqu'un des questions qui ont été déjà posées. Donc, je vois les questions pour le docteur Al-Fadzazi. Donc, il vous demande, par rapport à votre présentation, combien de membres de l'équipe ont été mobilisés pour la recherche des cas actifs. Ensuite, comment confirmez-vous les cas présomptifs de tuberculose? Et dernière question, quel est votre taux initial de perte de suivi parmi les personnes diagnostiquées lors de la recherche active des cas? Je peux aller rapidement? Oui, c'est la parole à vous. Allez-y. Merci Andrea, merci à tout le monde pour vraiment les mots aimables, dans le chat, pour l'appréciation de notre présentation au cours de ce webinaire. Donc, et par rapport à cette stratégie, on a plusieurs niveaux. En quelque sorte, on a eu d'abord l'assistance technique internationale, comme je l'ai dit, à travers Dr Mutia. Et après, il y a eu une équipe au niveau PNLT, les points focaux, les suivis évaluations, toute l'équipe qui est là au niveau PNLT, qui a contribué à la réussite de ces résultats. Et il y a également, au niveau opérationnel, on a formé un certain nombre d'agents de triage au niveau du pays, à peu près presque 300 agents de triage qui sont au niveau des formations sanitaires. Au niveau de ces formations sanitaires, vous avez des formations sanitaires qui sont des CDT, des centres de dépistage de la tuberculose, mais il y a également des formations sanitaires qui ne sont pas des centres de dépistage de la tuberculose. Nous avons également formé des manipulateurs radio, à peu près, nous avons formé 2 par région. Dans les 4 régions, là, ça fait 8. Nous avons formé des médecins pour l'interprétation de clichés en dehors même de l'interprétation par le cadre. Parce que ce que nous sommes dit, il faut faire cette formation pour qu'on puisse aller faire de l'interprétation. Nous avons également pour les maisons d'arrêt, nous avons formé tous les infirmiers des maisons d'arrêt pour le screening de la tuberculose au niveau de ces maisons d'arrêt de ces 4 régions. À peu près nous avons fait 2 sessions de 24-24. Donc, nous avons également formé des pères éducateurs pour les réfugiés dans le cadre du dépistage des camps des réfugiés. Malheureusement, le financement n'a pas permis de faire des campagnes au-delà de Niamey, comme vous l'avez constaté. Nous avons prévu des campagnes dans les maisons d'arrêt des autres régions. Nous avons prévu des campagnes dans les camps de réfugiés, chez les migrants. Vraiment, le financement nous a fait défaut.
pour pouvoir aller jusqu'au bout de nos marches. Donc, par rapport au cas, du moment que c'est des patients qui sont screenés, ils sont directement envoyés au niveau, comme c'est Niamey, ils sont directement envoyés au Centre national de prise en charge de la tuberculose pour être pris en charge. Donc, on n'a pas eu de déperdition par rapport à nos 18 patients qu'on a dépistés à travers la radio. Mais par rapport aux autres patients, il y a des cas de perte de vie qu'on en a eu. Mais si on fait le nombre, c'est vraiment minime par rapport à cela. Voilà. Je ne sais pas, la troisième question, c'est quoi là? Excusez-moi, si vous pouvez me rappeler. Et la dernière question, Oui, dernière question, c'est quel est votre taux initial de perte de suivi parmi les personnes diagnostiquées lors de la recherche active des cas? Ah, OK. Non, par rapport à la recherche active des cas, on n'a pas perdu des patients. En quelque sorte, c'est les patients diagnostiqués par routine seulement qu'on perd les cas. Parce que la recherche active des cas, on prend toutes les dispositions pour que ces cas-là viennent intégrer le système et on n'a pas eu de cas perdus à travers cette. Parce que c'est des gens, on va vers eux, on les propose la radio, ils sont, comme Dr Roman l'a dit, la radio c'est un luxe, et je vous assure, dans nos populations, l'utilisation de la radio comme dépistage de la précoce de la tuberculose, c'est un moyen qui va permettre l'adhésion des populations. C'est un moyen qui va faire en sorte qu'on va dépister beaucoup de cas précocement avant même que les symptômes ne commencent, les cas asymptomatiques au niveau. Et ça va, ce que ça va faire, ça va couper la chaîne de transmission. Parce que si le malade commence à tousser, déjà, il a commencé à propager la maladie. Mais si on le dépiste au moment des lésions où déjà ils sont au niveau des infiltrats ou des nodules, c'est impeccable, c'est ce qu'on veut. Et c'est à travers ça seulement qu'on peut arrêter la chaîne de transmission. Et c'est à travers ça aussi qu'on peut aussi finaliser avec la tuberculose dans nos pays. Mais si on laisse les gens tousser dans les populations qui vivent en promiscuité, ils vont propager la maladie et ils vont faire en sorte que ça va faire en sorte que la maladie serait difficile à contrôler parce qu'une personne contamine en moyenne 10 à 15 personnes par an. Et quand est-ce qu'on va finir avec la tuberculose, avec nos méthodes classiques, de laisser, si la personne fait une tour de 2 semaines pour penser à la tuberculose. C'est pour cela, moi, je plaide pour que cette stratégie de dépistage avec la radio et l'intelligence artificielle soit le premier outil de diagnostic de la tuberculose en Afrique. Parce que les gens adhèrent facilement et ça permet un diagnostic précoce et ça permet d'arrêter la chaîne de transmission au niveau de nos pays. Voilà, je pense que j'ai répondu à la première question. Merci à vous. À vous. Très bien, merci Dr Fadzadzi pour votre retour. Maintenant, j'ai le plaisir d'inviter le Dr Bellamou à répondre à quelqu'un des questions qui ont été posées pour vous. Donc, la première question est liée à le score choisi, donc au niveau du logiciel 4ForTB pour le triage de tuberculose. Donc, quel score a été choisi pour le triage de la tuberculose? Vous êtes en mute encore. Est-ce que vous pourriez activer votre micro? Parfait. Oui, j'ai activé le micro. Le score qui est recommandé lorsque c'est supérieur à 60%, on pense que c'est un cas suspect de tuberculose. Donc, le repère, c'est à partir de 60. Si c'est supérieur à 60, on pense que c'est vraiment un cas plausible de tuberculose. Donc, c'est ce que je pourrais dire par rapport au score. Merci beaucoup, Dr Bellamou. Il y a aussi une autre question pour vous.
peut-on la différencier lésions actives et anciennes? C'est la moyenne de différencier une lésion active et ancienne. Et lorsque nous retrouvons les images, lorsque la radio nous montre que c'est vraiment un cas plausible de tuberculose, nous posons, ça c'est l'interrogatoire qui nous aide à différencier. Nous demandons aux patients, quand est-ce que vous avez pris le traitement de tuberculose? Et quelquefois, on a les anciens comprimés avec nous, on présente, est-ce que vous avez une fois pris ce genre de médicament? La personne va nous dire, oui, j'ai pris ça pendant un certain nombre de temps, pendant 6 mois ou pendant 3 mois, ainsi de suite. C'est sur base de ça que nous parvenons à différencier les anciens cas des nouveaux. C'est l'interrogatoire qui nous aide. Si la personne a été exposée, ou alors c'est documenté à travers la carte de traitement, si nous voyons ça, nous pensons que c'est un ancien cas de tuberculose. Donc, l'interrogatoire et les dossiers du malade. Merci beaucoup, docteur Ebelamo. Je pense que c'est vraiment unique et un grand plaisir de pouvoir vous entendre. Je vois parmi les participants plusieurs personnes qui sont intéressées, mais que justement, ils n'ont pas encore eu la possibilité de familiariser avec ces technologies. Donc, avoir un avis par rapport à l'utilisation et donc votre recommandation sont très utiles. Merci. Donc, maintenant, j'aimerais aussi poser 2 questions au docteur Omar. J'ai vu qu'il y a 2 questions pour vous aussi, docteur. Donc, la première réaction est plutôt liée à la réaction des communautés. Donc, quel type de réaction vous avez pu rencontrer pendant la recherche des cas actifs? Donc, quels sont les retours des communautés qui sont donc dépistées avec ces technologies? Merci, Andrea. Bon, d'abord, je réponds à la question qui est pour tous les intervenants, c'est le score 4. Pour les 4, nous sommes partis un peu plus bas, pour le score 4. À 5 ans déjà, nous prenons les patients comme un suspect de la tuberculose et nous cherchons à confirmer par les experts. Parce que dans les camions, il y a en même temps les experts. Donc, dès qu'il y a un score 4 de 50, on passe directement pour faire les experts pour voir est-ce que ça confirme la tuberculose ou non. Bon, pour ce qui concerne la réaction, comme je l'avais dit dans ma présentation, la réaction était vraiment positive parce que ça fait telle sorte que tous ceux qui ont appris qu'il y a eu cette intervention, les gens, les districts, les délégations, ils appellent directement des programmes pour qu'il y ait cette intervention au niveau de leur structure. Et il y a des témoignages de ceux qui ont bénéficié. Les patients qui ont bénéficié, ils étaient étonnés et ils étaient très contents qu'on facilite l'accès au diagnostic. Ils étaient vraiment très satisfaits et ils ont applaudi, ils ont même envoyé des messages au niveau du programme pour montrer leur satisfaction. Là, il y a plus de demandes par les délégations, par les districts. Il y a des témoignages de la communauté et on avait même enregistré quelques je pense, témoignages de la communauté qui étaient vraiment très satisfaits. Et pour dire que vraiment, d'abord, pour eux, la radiographie, c'était pas quelque chose de facile. Et la radiographie qui te donne des images en couleur, encore. C'était encore très impressionnant parce que même ceux qui ne sont même pas des corps, ils voient à peu près la région qui est au niveau des poumons. C'était vraiment quelque chose de vraiment, c'est super pour eux. Donc, il y avait vraiment eu des témoignages, que ce soit des autorités, là où on a passé, parce que quand on passe dans une région, on voit toutes les autorités, d'abord les autorités sanitaires, mais les autorités administratives aussi. Et ils ont vraiment salué ces rapprochements du diagnostic vers ces populations avec encore des utilisations, des appareils qui sont modernes. Ils étaient vraiment très satisfaits. Merci. Merci beaucoup, docteur Omar. Il y a encore beaucoup de questions, mais vous auriez accès aux enregistrements de la session et aussi à la feuille de questions-réponses. Donc, on va répondre à tout le monde par la suite. Moi, je termine le webinaire avec un grand merci à tous les intervenants et aussi à vous, les participants, pour votre présence et votre attention tout au long de la session. Merci beaucoup.